La fois où tu voulais absolument aller étudier en France et que par les plus grands des hasards, tu t'es retrouvé pas à pas à aller donner des cours de répétition à un directeur de banque, ensuite à rencontrer un camarade que tu n'avais plus jamais rencontré, ainsi de suite, jusqu'à te retrouver là-bas. Oui, effectivement, hein, comme je vous disais, lorsque j'ai découvert ces principes, heureusement, je les ai appliqués. Vous savez, quand on est jeune, on est vraiment très studieux. D'abord, je découvre le principe selon lequel, lorsque nous sommes concentrés sur un objectif, et ça c'est Dale Carnegie qui écrit dans le chapitre 5 de son livre « Comment se faire des amis ». Il a expliqué que lorsque nous sommes concentrés sur un objectif, nous prenons dans le champ universel, hein, les occasions, les opportunités ou les rencontres avec les personnes qui vont nous aider. Ouais. Moi, je m'étais focalisé sur ce principe-là. J'ai commencé à travailler mon mental et au départ, je voulais être banquier. C'était mon premier objectif. J'aimais ça, et tous mes camarades me demandaient si j'étais fou parce que je n'avais ni parents, ni papa banquier, ni maman banquier. Et les gens me demandaient, mais de quoi tu tiens? Mais j'avais commencé donc à focaliser mon esprit sur ce premier métier-là. Et lorsque j'ai fini mes études à l'université, nous sommes au campus. Pendant qu'on attendait, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule université. Nous sommes en plein campus et on vient mettre un petit message. C'était quelle université? Oui, le Boakele. Okay. Oui, c'était la seule à notre époque. La seule. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des universités dans leur village et ils se plaignent parfois. C'était la seule. Donc, je me présente dans cette famille qui avait besoin d'un répétiteur. Et je fais mon travail de répétiteur. Et comme j'avais déjà lu les principes, Dale Carnegie dit apprécier, complimenter, valoriser les gens que vous rencontrez. Très objectivement, pas de flatterie, mais très objectivement. Et à la fin de mon travail, ce monsieur habitait une très belle villa. Et quand il a fini de me payer, je lui ai dit que quand je serai grand, j'aimerais avoir une belle villa. Alors, généralement, Dale Carnegie a bien étudié les comportements et les besoins des êtres humains. Quand vous faites un compliment à un être humain normal, qu'il soit un petit ou un grand, qu'il soit un salarié ou un président de la République, il en est toujours très fier. Et il se crée en lui un mécanisme de satisfaction qui l'amène à vouloir compenser le bonheur que vous lui faites. C'est ça la mécanique que Dale Carnegie a trouvée. Alors quand le monsieur a reçu ce courrier, il était tellement heureux qu'il est allé dans sa chambre, je ne sais pas comment, il a pris sa carte de visite, il m'a donné. Et quand j'arrive à la cité universitaire, parce qu'à l'époque on avait la cité universitaire, il y avait une seule cité universitaire, et à l'époque j'étais très timide, je n'ai pas regardé la carte devant lui, mais quand j'arrive à la cité, je regarde la carte, je vois que le monsieur, il est vice-gouverneur de la Banque centrale. La Banque centrale. Et du coup, quelque chose me dit, attention, tu es vraiment peut-être sur la voie que tu recherches. Je commence à me dire, peut-être que c'est le cheminement ou la voie. Enfin, j'ai suivi mon intuition. Je suis reparti le voir une semaine après. Et quand il me voit, comme je lui avais déjà fait un très beau compliment, la personne m'a reçu. Avec beaucoup de joie, il m'a demandé cette fois-là, je voulais quoi, une belle maison. Et je l'ai assommé en lui disant que je voulais être un grand banquier comme lui. Le monsieur a tellement ri. Il a tellement ri et il m'a dit, écoute, va réfléchir et tu me dis dans quelle banque tu veux travailler. Après réflexion, je me dis, je vais lui coller la plus grosse banque. Et je lui indique la BICIC qui me plaisait à l'époque. C'était une très grande banque. Je pense que c'est BICIC qui est devenu BICEC. Et quand je reviens le voir, il va faire un mot dans sa chambre qu'il met dans une enveloppe et il me demande d'aller remettre ça au directeur de la banque. Bon, à l'époque, je vous rappelle qu'il n'y avait qu'une seule université, donc il n'y avait pas encore beaucoup de monde sur le marché du travail. Et c'est comme ça que je vais rencontrer le directeur de cette banque qui me reçoit. Et voyant que le mot venait de quelqu'un, à l'époque, je ne voyais même pas la hiérarchie des fonctions. Mais c'est maintenant, après des années, que je comprends que quand un directeur d'une banque commerciale reçoit un mot du gouverneur de la Banque centrale, vous comprenez qu'il y a une espèce de respect. Donc quand il a lu le message, il m'a demandé tout simplement à la fin de sa lecture, il m'a dit, jeune homme, vous voulez commencer quand? Et c'est comme ça que j'ai commencé mon stage dans cette banque-là. Et c'est en ce moment que j'ai commencé à comprendre que la mécanique marche vraiment.
Donc tu as voulu être banquier et tout s'est mis en place. Oui, j'ai eu l'occasion pour rentrer dans la banque. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que cette mécanique marche en réalité. Je ne sais pas si toi également tu as déjà eu à vivre ce genre de choses. Si c'est le cas, il faut écrire ça également en commentaire. Il faut vraiment qu'on utilise le commentaire. Ça doit être interactif pour qu'on en tire vraiment le maximum de profit. Yeah, oui. Quelle situation est-ce que tu as voulu avoir et que par le concours de tous les hasards, ça s'est produit, ça s'est réalisé? Écris ça en commentaire et puis on continue. Par la suite, alors vous allez vraiment bien rire. Moi, quand j'allais à la banque, j'imaginais que les salariés ou le personnel de la banque avaient des salaires très importants. C'est ce que je me faisais dans ma petite tête d'étudiant. Oui. Et quand j'arrive à la banque, effectivement, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'argent dans les caisses de la banque. Oui. Mais cet argent-là, ce n'était pas pour les salariés que j'étais. Vous comprenez? Oui. Je suis très heureux au départ, mais très rapidement, je me rends compte que ça ne correspond pas à mes ambitions. Et un beau jour, je vais voir donc le directeur de cette banque et je lui demande comment on fait pour être directeur de banque. Et comme je vous dis, à l'époque, il n'y avait qu'une seule université. Et nous n'avions pas de cycle doctoral. À l'époque, dans les universités, le monsieur me dit, pour que tu deviennes un directeur de banque, il faut que tu aies au moins un DESS, le diplôme d'études spécialisées de banque et finance. Et comme nous n'en avions pas au Cameroun, donc je recommence le processus mental. Oui. Je me dis, il faut que j'obtienne ce diplôme-là si je veux devenir directeur de banque un beau jour. Donc je reprogramme mon esprit sur le fait qu'il faut que je passe un doctorat dans une université. Et par le heureux hasard ou par la fantaisie de la jeunesse, je choisis que cette université-là, ce sera l'université de la Sorbonne. Parce qu'en parcourant les documents, les sites, les informations, vous avez quelques informations à l'époque et je me focalise donc sur la Sorbonne. Et c'est comme ça que je commence donc à refaire du fichier avec l'amour et l'objectif d'aller étudier dans cette université-là. Et Dieu merci, la mécanique, cette fois également, ça a marché. À ce moment-là, quand tu as appris qu'il faut un doctorat en banque et finance, et que tu as cherché, tu as vu que c'est à la Sorbonne que tu veux faire. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ça se passe comment? Tu ressens quoi? Parce que je sais qu'il y a... Tout le monde rêve en fait, mais ça ne se réalise pas chez tout le monde. Donc je me demande si tu ressens des frissons, si tu as l'impression de vivre ça déjà, si tu te vois déjà à la Sorbonne ou bien si c'est comment? Effectivement, la question est vraiment pertinente parce que beaucoup de jeunes, quand ils découvrent ça, ils ne foncent pas. Parce que la première question ou les premiers obstacles, c'est se dire « je n'ai pas les moyens pour aller étudier à la Sorbonne ». C'est ce que beaucoup de jeunes se disent. Et là, ça tue le truc. Ça tue immédiatement l'ambition que vous avez. Ok. Mais dans mon cas, souviens-toi bien, je t'ai dit que je venais de lire le livre de Dale Carnegie, qui m'expliquait que c'est une mécanique qui fonctionne comme un missile à tête chercheuse, dont les chercheurs américains dont je vous ai parlé. Donc j'étais encore dans cette mouvance-là. Donc j'ai commencé à me concentrer. Mes parents m'ont dit, écoute, il ne faut pas compter sur nous pour avoir les montants pour les cautions de rapatriement. À l'époque, il y avait une caution, je pense que ça existe encore, une caution que tu devais payer pour justifier que tu peux survivre en France. Et on appelle ça caution de rapatriement. Caution de rapatriement. Enfin, malheureusement, c'était tellement vicieux et cynique. Caution de rapatriement. Donc, tu payes une caution qui permettait qu'on te rapatrie en cas de besoin. C'était vraiment absolument cynique. Mais je ne regardais pas la chose de ce côté-là. Mais mes parents m'ont prévenu, il ne faut pas que je les dérange avec mes fantaisies. D'accord. Donc, j'ai commencé à travailler mon esprit parce que tout jeune, j'étais vraiment plein dans l'idée que ça va marcher. Et heureusement pour moi, ça va marcher. J'ai trouvé par le heureux des hasards quelqu'un pour me faire la caution de rapatriement. J'ai trouvé de quoi acheter un billet d'avion. J'ai trouvé vraiment de quoi réunir les éléments, les informations. Mon inscription à la Sorbonne, qui est même arrivée au Cameroun sans que je m'en rende compte, parce qu'en fait, j'avais écrit à la Sorbonne et à Lyon 3, à l'université de Lyon 3. Donc les deux m'avaient répondu favorablement.
Ok, mais le cœur était, c'est-à-dire que le désir, l'amour du fond était sur la Sorbonne parce que la Sorbonne avait une certaine réputation. Donc quand j'arrive en France, je vais visiter la Sorbonne, après je vais visiter Lyon 3 et du coup mon choix était, malgré le fait que je n'avais pas de personnes pour accueillir, mon choix était porté sur l'université de Sorbonne et je suis reparti à Paris. Donc là, je vais revenir sur la question que j'ai posée. Ça veut dire que toi, au moment où tu as eu le rêve de la Sorbonne, ce qui t'a fait réussir, ce n'est pas tant que ça, la façon dont tu as ressenti ça, les frissons et tout, c'est le passage à l'action. C'est parce que tu es passé immédiatement à l'action quand tu as eu ce rêve-là, si j'ai bien compris. Absolument, mais permets-moi de préciser que les deux sont nécessaires. Le ressenti, l'émotion, l'envie, l'ambition, les deux sont nécessaires. C'est-à-dire que l'envie, l'ambition et l'action. Oui, ok. L'ambition, l'envie donne de l'énergie à l'action que nous menons après. Oui. En réalité, ça guide l'action. C'est-à-dire que les rencontres hasardeuses, que tu rencontres la bonne personne pour te faire la caution de rapatriement, c'est parce qu'il y a cette émotion positive là qui te pousse dès le départ, mais qui est en même temps un facteur vraiment de guidage. Ok. Oui, c'est ce qui guide vraiment beaucoup de gens et on se dit qu'on a la chance, mais c'est un phénomène naturel qui nous guide vers les bonnes personnes au moment où nous sommes très concentrés. Mais il faut que les auditeurs comprennent ça très très bien, que ça fonctionne avec tout le monde. Lorsque nous sommes concentrés, lorsqu'on a cette émotion, lorsqu'on a cette envie, cette mécanique-là, elle est intelligente. Oui. Elle va faire que tu vas rencontrer au bon moment, au bon endroit, la bonne personne qui va t'aider. Oui. Et oui, il faut que les jeunes comprennent bien ça. C'est fait pour tout le monde. Si vous regardez la vie de toutes les personnes qui ont réussi, c'est comme ça que ça se passe. Ils rencontrent au bon moment, au bon endroit, la personne qui doit l'aider à évoluer. Et tu m'as même raconté l'histoire de Fosso Victor avec le monsieur qu'il a rencontré. Oui, tout à fait. L'histoire de monsieur Fosso Victor et de monsieur Lacombe, avec qui ils se sont mis ensemble pour développer des entreprises industrielles alors que monsieur Victor Fosso n'était pas ingénieur. Ok, donc monsieur Fosso me raconte, enfin j'ai eu le bonheur de rencontrer les deux. Ils se sont rencontrés vraiment par le fruit du hasard. Lors d'un contrôle de police, monsieur Fosso remarque, monsieur Lacombe, qu'on était en train de rapatrier du Cameroun parce qu'il était venu dans un projet d'entreprise qui n'avait pas marché. Monsieur Fosso interfère très positivement en suggérant qu'il ne faut pas maltraiter quelqu'un qu'on est en train de rapatrier. Ah, donc on était en train de le forcer un peu pour le... Oui, parce que le projet n'ayant pas marché, son partenaire a cru peut-être qu'il y avait une mauvaise donne dans cette affaire-là. Monsieur Fosso qui remarque ça, qui interfère. Mais maintenant, ce que notre auditeur et les gens doivent comprendre, c'est que pendant des années, monsieur Fosso avait envie de créer ou de fabriquer des allumettes, de créer une entreprise qui produit des allumettes. Oui. Et ce monsieur Lacombe-là était ingénieur polytechnicien et spécialisé dans les combustibles, les fabrications de choses comme les allumettes. C'était sa spécialité. Vous voyez, la rencontre se fait comme ça, on a l'impression que c'est le fait du hasard. Oui. Quand le monsieur repart en Europe, il téléphone à monsieur Victor Fosso pour lui dire merci. Du fait qu'il était interféré, mais il lui raconte son histoire. Il dit qu'il était venu au Cameroun pour un projet d'allumettes. Et M. Fosso, pendant qu'il était jeune travailleur, il rêvait, parce que les allumettes l'impressionnait, le fait de claquer une allumette qui fait du feu l'impressionnait beaucoup, et c'était dans son rêve. Ah, comme il vendait les allumettes au champ. Oui, quand il travaillait comme coupeur des herbes, les pambé boy, dans les plantations. À l'époque, c'est les allumettes qu'on utilisait pour survivre, pour faire à manger et pour faire du feu après les champs. Mais ce petit truc-là l'impressionnait beaucoup. Ah, et il a commencé à rêver de ça. Il a commencé à rêver de ça. D'abord, il a commencé à acheter les allumettes pour vendre à tous les travailleurs dans les champs. Oui. D'accord. Mais son projet était qu'un jour, est-ce qu'il pouvait fabriquer ce truc-là? Donc ce monsieur lui dit qu'il était venu pour un projet d'allumettes. Oui.
Vous voyez comment ces coïncidences-là fonctionnent presque avec tout le monde. Monsieur Fosso n'est pas ingénieur. Mais il lui dit, mais si tu étais venu pour un projet d'animé et que tu es sûr que tu es bon dans ce domaine-là, reviens me voir. Le monsieur qui était vraiment, c'était un polytechnicien, je l'ai rencontré. Hein. Wow. Oui, c'est très bon, je l'ai rencontré quand il s'occupait de la formation de Yves Michel dans le... Parce que nos bureaux étaient parallèles. Hein. Ce que je ne vous dis pas, c'est qu'à Paris, hein, j'ai grandi, et mon bureau était aux Champs-Élysées. Hein. Wow. C'est l'une des meilleures avenues de Paris. Et le bureau de M. Victor Fosso était dans une rue parallèle. Hein. Je pense que c'était le boulevard Haussmann. Donc c'est là que je rencontre les deux et qu'ils me racontent l'histoire. Wow. Okay. Donc le monsieur revient au Cameroun et c'est comme ça qu'il lance le projet de Unalor. Unalor, je pense que... Unalor, l'entreprise existe toujours. Je ne sais pas s'il est toujours le propriétaire, mais Unalor continue à produire des animés jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez ces rencontres-là, ça n'a rien à voir avec nos diplômes, ça n'a rien à voir avec nos backgrounds. Cela a à voir avec l'émotion, la concentration, la passion qu'on a pour un objectif. Ma vie, j'ai pensé à écrire ces ouvrages de la même manière que vous réagissez. Un beau jour, je vais aux États-Unis et je me rends compte qu'il y a des personnalités noires dans la communauté noire américaine. Alors que moi, docteur en quelque chose, en droit et en économie d'entreprise, je faisais des sales jobs comme les plongeurs. Et je commence à me dire, mais pourquoi est-ce que nous, en France, on est tous des plongeurs, des balayeurs ou des gardiens, alors qu'aux États-Unis, vous avez des modèles comme Barack Obama. Donc, je fais mes petites recherches très rapidement et je me rends compte que tous ces gars-là se forment dans l'Institut Dale Carnegie. Développement personnel et leadership. Le même livre que tu as lu. Voilà, le livre que j'avais lu. Et c'est comme ça que mon amour pour ce métier de consultant se développe. Et quand je rentre en France, je me promets de me spécialiser dans ce domaine-là et de former des gens. Et plus tard, écrire des ouvrages, puis ces phénomènes comme les ouvrages que vous avez connus. Voilà comment est venue ma passion, comment est venu, n'est-ce pas, mes repères. Comment réussir tout ce que vous entreprenez? Voilà. Donc c'est de toutes ces rencontres merveilleuses qui me font comprendre que ces mécaniques marchent. Hein. Monsieur Victor Fosso et bien d'autres, j'ai rencontré tellement de coïncidences, mais qui relèvent toujours sur le mécanisme de l'attraction, de la programmation mentale, de la création des fichiers positifs qui créent un champ mental et qui fait que les hommes et les femmes qui ont des désirs, des projets communs se rencontrent par la loi qui est très connue aujourd'hui, que nous appelons la loi de l'attraction. Et je crois que même si toi j'ai appliqué la loi de l'attraction, hein. Pardon? Je crois que si toi j'ai appliqué la loi de l'attraction. Nous avons appliqué parce que moi j'ai vu tes travaux sur YouTube et je me disais que ce jeune homme, il doit être fou de parler de la crypto-monnaie au moment où on a dit qu'on ne veut pas ça dans notre environnement. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais COSUMAF, l'organisme régulateur, a régulé aujourd'hui la crypto-monnaie et je suis très content pour vous qui travaillez dans ce domaine. Si tu as des questions, il faut les écrire en commentaire parce qu'on aura Dr Moumi en invité et avec tes questions, on pourra donc comme ça orienter le débat. C'est très très important ici parce que nous sommes en train de parler de ta vie, nous sommes en train de parler de ton avenir.